Salut. Je vais ouvrir cette série sur la philosophie avec une question d'actualité, puisque je vais interroger l'expérience du confinement. On entend un peu partout que c'est l'occasion de faire un bilan, de remettre les choses à plat, voire peut-être même de changer le monde. Ce serait super, évidemment, et je ne voudrais pas que l'allure pessimiste que peut prendre le scepticisme soit un bâton dans les roues de ceux qui veulent s'emparer de cette crise pour changer les choses. Bien sûr, le vrai problème est systémique. Il s'agit de revoir l'organisation institutionnelle du pouvoir public et la relation de ce dernier aux puissances économiques. En somme, il faut combattre l'inféodation de l'État à des logiques néolibérales de profit. Avant de peut-être faire une vidéo qui détaillerait la question du système, je voudrais me pencher sur ce que le confinement peut révéler de nos modes d'existence. Pour l'analyse politique en tant que telle, je vous renvoie au gros boulot fait par Osons Causer ou Usul. Certains appellent donc à un travail d'introspection. Par exemple, Bruno Latour, récemment, dans un blog Mediapart, a proposé à la fin de son papier de faire un petit exercice avec quelques questions à se poser. Ça a le mérite d'interroger explicitement les liens entre d'une part nos façons de vivre et d'autre part la réalité sociale et économique que nos désirs requièrent. Ça pose donc une question sous-jacente: dans quelle mesure mes habitudes de vie font-elles le jeu du système actuel ? Le test de Bruno Latour permet d'y répondre de manière assez concrète, donc je ne le reprendrai pas en détail. Mais il faudrait faire attention tout de même à ne pas trop responsabiliser l'individu. On l'a dit, ce qui compte, c'est de changer le système, de transformer l'organisation elle-même. Certains diront « mais le système est fait par les individus ». Bien sûr, mais c'est un peu la foule à poule. En l'occurrence, l'organisation ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas le fait d'un dieu ou d'un seul dictateur. Elle s'est plutôt imposée par du soft power, ce qui suppose qu'on y a un peu cru ou qu'on avait envie d'y croire. On pourrait imaginer qu'un tel système se nourrit et encourage des dispositions mentales préexistantes. L'être humain a des dispositions variées, et il faut donc se demander lesquelles cultiver si on veut optimiser l'organisation politique. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer les choses, sans doute qu'il faut commencer par s'assurer qu'on s'est débarrassé de la disposition mentale qui avait ouvert la porte au système en premier lieu, lui a offert le gîte et le couvert, comme on dit, et lui a permis de s'emparer de la planète. Sans cela, on prend tout simplement le risque de recommencer les mêmes erreurs. Alan Watts a une jolie formule pour dire ceci: la philosophie de la tyrannie entraîne et détermine celle de la rébellion. Cette philosophie, pour faire court, c'est une approche individualiste, conduisant à croire qu'une personne est libre de se déterminer elle-même, et donc qu'elle mérite blâmes et louanges selon qu'elle échoue ou réussit ce qu'elle entreprend. La philosophie contraire, c'est celle qui consisterait à comprendre que la plupart des comportements sont générés par l'organisation politique et sociale dans lesquelles ces comportements voient le jour. C'est l'approche qui consiste à affirmer que le succès d'un individu est le succès de la société à laquelle il appartient, et par conséquent que l'échec d'un individu est également l'échec de la société qui l'a fait naître. Il n'y a pas d'un côté les gens bien qu'il faudrait remercier ou admirer, et de l'autre les méchants ou parasites qu'il faudrait stigmatiser ou condamner. Une société vraiment libérée des soubassements idéologiques du système individualiste est une société qui verrait chaque individu parasite comme le symptôme de ses propres échecs, et donc comme l'indice de la modification à apporter au système. Je tiens à dire rapidement, et il faudra sûrement faire une vidéo plus détaillée là-dessus, que l'état actuel de la science tend plutôt à confirmer cette lecture. L'animal humain est malléable et largement déterminé par son environnement. Il apparaît donc normal d'en tirer les conséquences politiques. Pour ceux que ça intéresse et qui, pour une raison ou une autre, en douteraient encore, allez voir par exemple les expériences de Benjamin Libet en neurosciences, de Solomon Asch en psychologie, le livre Free Will de Sam Harris ou la psychologie évolutionnaire. En ce sens, même le plus sincère des révolutionnaires anticapitalistes risque de reconduire les logiques du système qu'il combat s'il vit son militantisme comme une histoire dont il serait le protagoniste héroïque affrontant des méchants. En parlant d'histoire, justement, je voulais convoquer Alasdair MacIntyre, un philosophe écossais dont les travaux éthiques ont mis l'accent sur une dimension de l'existence humaine, la narration. Ainsi, selon lui, l'homme est un animal narratif. Pour répondre à la question « que dois-je faire ?», je dois répondre d'abord à la question « à quelle histoire ou à quelles histoires suis-je lié ?» Nous développons notre rapport au monde à travers des histoires, que ce soit celles de nos proches ou d'inconnus. La relation à soi est également marquée par cette approche narrative. Cela tient en partie au fait que nous nous fixons des buts, ce qu'Aristote appelait le télos, ou cause finale, ce en vue de quoi nous agissons. Ce but définit notre quête. Le trajet qui nous rapproche ou nous éloigne de l'objet de cette quête est ce qu'on peut appeler un arc narratif.
pour reprendre le vocabulaire des scénaristes. Il peut bien sûr y avoir des arcs narratifs à l'intérieur d'arcs plus importants. Par exemple, pour Luke Skywalker, l'arc principal, c'est de battre l'Empire. À l'intérieur de cet arc, il y a l'arc qui correspond au fait d'aller sur Dagobah pour trouver Yoda et s'entraîner. Et pour Han Solo, ça consiste à pécho la princesse. Nous expérimentons notre vie comme l'ensemble de ces arcs narratifs. Par exemple, il y a l'arc narratif de la carrière professionnelle, à l'intérieur duquel il y a l'arc qui consiste à choisir les études qu'on va suivre. Prendre cette décision revient pour McIntyre à se demander quel métier correspond le mieux à notre personnage. Plus ou moins consciemment, on se regarde et on se dit quelque chose comme « Je ne suis pas le genre de personne à faire des études de commerce. Ce qui me correspond, ce qui est logique, compte tenu du personnage que je suis depuis que je suis petit, c'est-à-dire un garçon qui aime lire, écrire, qui est bon en français et nul en bio par exemple, c'est de faire des études littéraires. » Et cela dessine un horizon plus ou moins lointain. Si je me conçois vraiment comme littéraire, peut-être que mes études de lettres, c'est la première étape d'un arc narratif qui va me conduire à l'enseignement, à l'université, au fait de publier des livres, etc. Il y a aussi l'arc de la vie sentimentale. Est-ce que je m'imagine éternel célibataire ou marié avec des enfants ? On peut aussi penser l'arc géographique. Dans quelle région du monde, en ville ou à la campagne, me vois-je vivre ? Répondre à cette question, c'est avoir une idée du type de personnage qu'on est, ou qu'on veut être, et donc du genre de péripéties qu'on projette de vivre. On pourrait croire que c'est une simple question de préférence personnelle, mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Spinoza a tué le game quand il a procédé à sa célèbre inversion de la relation entre le désir et le jugement. Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Sans doute désirons-nous tout un tas de choses à cause de l'histoire que nous désirons vivre et du personnage que nous désirons incarner. Mais non seulement nous ne sommes pas maîtres de nos désirs, mais en plus, nous en sommes rarement conscients. C'est pour cela qu'il est judicieux de se demander « Quel personnage je suis ? Dans quel genre d'histoire suis-je embarqué ?» Chaque décision importante que nous prenons révèle donc en creux la quête que nous choisissons, et un peu comme dans un jeu de rôle, cette quête est intimement associée au personnage. On peut choisir le combo businessman richesse, comédienne célébrité, scientifique connaissance, politique pouvoir ou humanitaire altruisme. Évidemment, nous ne vivons pas seuls. Notre histoire est entremêlée à celle des autres. Et donc une question super importante se pose, est-ce que je me vis comme le personnage principal ? Pour certains, oui, c'est évident. Ils diront, la preuve, quand je meurs, mon histoire s'arrête. Mais pour d'autres, pas du tout. Ce qui compte avant tout, c'est la communauté dont on fait partie. On joue un rôle dans une histoire collective, que ce soit la famille, les amis, une communauté sociale, une entreprise pour certains, voire une nation. On pourrait être tenté de formuler une hypothèse prudente. Le monde, tel qu'on connaît, favorise les idéologies qui poussent à se concevoir comme personnage principal, comme le centre du monde. Une chose fascinante que ça interroge, c'est notre capacité ou incapacité à décentrer notre point de vue, à adopter des perspectives différentes ou, au moins, à reconnaître et intégrer l'existence de points de vue différents. Nous sommes sans doute tous capables d'attribuer des états mentaux à autrui. Mais il s'agit déjà de savoir si on le fait un peu ou beaucoup, et en plus, si on ne s'autorise pas un peu trop à projeter notre imaginaire propre sur autrui, à faire comme si on savait déjà tout de lui. Cela renvoie à ce qu'on appelle le perspective taking, la capacité à se mettre à la place d'autrui et à simuler son expérience. On en est tous capables, mais on ne le fait pas tous autant, ni tous de la même manière. Il est tentant de combiner ça avec l'approche narrative. Quelle place ma narration fait-elle aux autres points de vue possibles ? Ma narration se limite-t-elle à ma perspective ? Ou, pour le demander autrement, à quel point suis-je enfermé dans la perspective de ma petite histoire personnelle ? Je dis enfermé parce que c'est un peu le paradoxe d'une société qui encourage les gens à s'occuper d'eux-mêmes pour mieux vivre, alors que ça risque fortement de provoquer le contraire, à savoir une forme d'aliénation à soi-même, à ses désirs et à son narcissisme. Je vais faire une vidéo plus précisément là-dessus. Une manière de répondre à cette question, ce serait de se demander dans quelle mesure les histoires des autres sont réduites à des moyens pour mon histoire à moi. Est-ce que je vois l'arc narratif d'autrui comme une fin en soi, comme une quête tout aussi importante pour moi que la mienne, ou est-ce que je vois son histoire comme un élément de décor, comme le trajet d'un PNJ, un personnage non joueur, avec qui je peux interagir pour que ma quête à moi soit plus riche. Et donc,
Pour en revenir au confinement, je crois que celui-ci nous permet justement de regarder un peu différemment notre rapport narratif à la vie. Cette expérience nous permet de répondre à cette question: quel rôle autrui joue-t-il dans mon histoire? Parenthèse. Je garde à l'esprit que tout le monde ne vit pas le confinement dans les mêmes conditions. Seul, à deux, à plusieurs, avec des gens qu'on aime plus ou moins, en travaillant ou non, en ville ou à la campagne, dans un petit espace ou un grand. Ces questions sont donc des éclairages trop schématiques pour faire écho à toutes les situations individuelles. Néanmoins, en faisant un petit effort d'imagination, cela devrait tout de même nous permettre de réfléchir un peu. Peut-être que certains manquent d'activités concrètes, du sport, sortir dans des bars, faire du shopping, aller à des concerts. Et pour chaque activité, on peut se demander le rôle qu'elle joue dans le système économique. C'est une des fonctions du questionnaire de Latour. Peut-être que certains diront tout simplement que ce qui leur manque, c'est le contact humain. Et alors oui, bien sûr, mais quoi dans le contact humain? Personnellement, depuis le début du confinement, j'enseigne à distance. Eh bien, ça met en lumière certaines dimensions de mon métier. Par exemple, une chose qui me manque, c'est de pouvoir regarder dans les yeux mes étudiants pour sentir s'ils ont compris. Ça, c'est un manque dont on pourrait dire qu'il est lié à une part essentielle de mon métier. En revanche, si le fait d'enseigner, c'est-à-dire de parler devant un auditoire qui m'écoute plus ou moins attentivement, est pour moi quelque chose de narcissisant, comme on dit en psychologie, c'est-à-dire un moyen d'obtenir une image de moi-même, un miroir social qui détermine la représentation que je me fais de ma propre personne, alors je vais ressentir un manque spécifique, différent de la simple difficulté à exécuter mon travail de manière optimale. Ce manque pourrait donc être révélateur du rôle extra-professionnel que joue mon métier dans ma vie. Dans ce cas, les étudiants sont un moyen pour moi de m'aimer moi-même, en quelque sorte. Il y a là une manière de distinguer différents niveaux de complexité dans l'instrumentalisation qu'on fait d'autrui. Pour prendre un autre exemple, peut-être que ma petite amie me manque parce qu'entre autres choses, j'aime sentir son amour pour moi. C'est un niveau assez simple. Mais si ce qui me manque dans l'absence de ma petite amie, c'est ce regard admirateur qu'elle peut avoir et qui me donne l'impression d'être moins bête parce que je manque habituellement de confiance en moi, alors c'est une instrumentalisation plus complexe. C'est une des questions que je veux poser ici. À quel point notre rapport à autrui est-il intriqué à des valeurs symboliques complexes? Donc déjà, se demander, est-ce que je fais consciemment attention au point de vue d'autrui? Est-ce que je prends effectivement la peine de simuler son point de vue? Il y a sûrement des gens qui ne prennent presque jamais en compte la possibilité d'une autre perspective que la leur. Mais au-delà de ces cas explicitement problématiques, peut-être que nous ne le faisons pas assez. Et on se demande ensuite, quel genre d'information la simulation du point de vue d'autrui me procure-t-elle? Je peux tirer de cette simulation des informations sur autrui, sur le monde en général, ou sur moi-même. Et quant aux informations qui me concernent, se demander, sont-elles une manière pour moi de m'assurer que je suis quelqu'un de bien pour les autres, c'est-à-dire un bon voisin, un bon père, un bon citoyen ou un bon prof? Ou sont-elles une manière pour moi de m'assurer que je suis quelqu'un de bien pour moi-même, c'est-à-dire que l'idée de moi me plaît, que j'aime mon identité? Bien sûr, ces deux dimensions peuvent se mêler l'une à l'autre. On peut aimer l'idée de soi comme être altruiste. Toujours est-il que ça ne suppose pas la même relation à soi, ni la même relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'interroger la place que prend la préoccupation de soi, l'enjeu de mon identité, dans mon rapport aux autres. Il s'agit donc aussi de questionner la relation que nous avons aux informations. Dans quelle mesure notre expérience est-elle déterminée par les idées qu'on peut en dégager? Je pars du principe qu'avoir la question à l'esprit, c'est déjà la première étape d'une investigation qui peut mener ensuite à une prise de conscience. Et pour enrichir cette enquête, je vous encourage vivement à regarder la vidéo sur les niveaux de complexité affective. C'est en quelque sorte la suite de ce que nous venons de voir. Merci.